Bonjour à tous et bienvenue pour le premier carnet de notes en vidéo. Alors ceux qui connaissent déjà un petit peu l'article qui paraît déjà depuis de nombreuses années, tous les mois sur le site, bon, il n'y aura pas grand chose de changé, vous retrouverez vos critères habituels. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un petit peu expliquer très rapidement. Je classe les résultats des joueurs, je leur donne une cote en fait de excellent, très bien, bien, moyen et insuffisant. Et puis je parle un tout petit peu des jeunes également. De temps en temps, très exceptionnellement, il y aura une cote exceptionnelle, mais c'est vraiment très très rare. Je l'ai utilisé dans les articles pour les victoires par exemple de Justine Henin et de Kim Clijsters dans les grands chelems. C'est à peu près les rares cas où j'en ai parlé, parfois peut-être pour une accession en demi-finale d'un grand chelem, comme pour Janina Wickmayer à l'US Open ou Kirsten Flipkens à Wimbledon il y a quelques années. Voilà, donc ce sont des cotes qui dépendent évidemment du niveau du joueur également, puisque je vais évidemment pas donner une cote exceptionnelle à David Goffin s'il gagne un jour un futur, s'il est obligé de rejouer des futurs et qu'il en gagne un. Au contraire, par contre, un joueur qui n'a pas l'habitude de passer un tour dans les futurs et qui d'un coup arrive en finale, je vais lui donner une excellente cote. Voilà. Maintenant que vous connaissez un petit peu le principe de l'article, je vais passer aux cotes excellentes de ce carnet de notes du mois de janvier. Alors deux joueurs méritent la cote excellent pour ce mois de janvier. Tout d'abord Arthur de Greve, déjà très en vue à la fin de la saison 2015 et qui a commencé l'année de la plus belle des manières en atteignant la finale à Buenos Aires pour un tournoi Challenger. Alors jusque-là, Arthur avait atteint 2 demi-finales déjà en Challenger, également en Amérique du Sud, donc c'est une région qui lui réussit vraiment très bien. En Argentine, il a battu 2 membres du top 150, dont l'Espagnol Carballés Baena qui est 125e mondial, ce qui constitue sa deuxième meilleure perf depuis le début de sa carrière. En finale, il échoue face à l'Argentin Facundo Bagnis qui est 130e mondial, donc il n'a pas grand chose à se reprocher sur ce match-là. De même sur les deux tournois suivants, à Rio de Janeiro et à Bucaramanga, il est battu dès le premier tour, mais également par des têtes de série et en 3-7, donc des matchs quand même solides, et il a vraiment pu, sur cette tournée, voir quel était son niveau par rapport à des joueurs de ce niveau-là. Un autre joueur à le vent en poupe et joue pour l'instant vraiment au-dessus de son classement actuel, c'est Joris Delors. Alors Joris, il avait vraiment subi une grave blessure l'année dernière qu'il avait laissé sur le flanc une bonne partie de l'année, mais il s'était bien repris en toute fin d'année en remportant 2 futurs à Doha au mois de décembre, ce qui lui avait permis de terminer la saison dans le top 400 tout juste. Joris débute l'année de la même manière en remportant 2 nouveaux tournois, cette fois-ci à Antalya. Ça monte son capital de titres déjà sur le circuit à 6 futurs, ce qui est pas si mal pour un joueur de 22 ans, surtout quand on sait toutes les blessures qu'il a déjà eues. Il est donc toujours invaincu en 2016, avec 12 succès d'affilée. Alors, bon, il n'a pas rencontré de joueurs exceptionnels durant cette tournée. Le seul joueur vraiment mieux classé que lui, c'était le Bulgare Kousmanov qui est dans le top 300. On sait donc maintenant que Joris a vraiment une belle marge d'avance sur les joueurs en dehors du top 500. On attend évidemment dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à le voir se confronter à des joueurs d'un autre calibre pour voir s'il peut continuer sur le même niveau. Auteur d'une superbe saison en 2015 avec l'apothéose de la Coupe Davis au mois de novembre, David Goffin était vraiment très attendu en ce début janvier. Alors le premier tournoi va pas très bien se passer puisque à Brisbane il va perdre dès le deuxième tour contre le jeune français Pouille, mais il va bien se rattraper ensuite. Bon, il va remporter une exhibition à Kooyong, mais surtout il va atteindre les 8e de finale à l'Open d'Australie, avec au passage une superbe démonstration contre Dominic Thiem au 3e tour. Et puis malheureusement, évidemment, il va un petit peu s'effondrer contre Roger Federer, mais quand le maestro est à ce niveau-là, il n'y a évidemment pas grand-chose à faire. Très bon début de saison également pour Yannick Mertens à son niveau. Il passe un tour lors du Challenger de Bangkok et du Challenger de Manille, ce qui est plutôt un bon résultat, d'autant qu'il ne perd après que contre des têtes de série. Entre les deux, il va jouer les qualifications de l'Open d'Australie. Il réalise à peu près le même résultat puisqu'il franchit le premier tour en battant l'expérimenté ouzbek Doustov
Et puis il perd contre la 12e tête de série du tableau, le japonais Sugita. Donc rien de très déshonorant. Dans l'ensemble, vraiment, on peut dire que le mois de Yannick était vraiment très bon. Nils de Seine atteint le 3e tour des qualifications de l'Open d'Australie. C'est la 2e fois qu'il réalise une telle performance en Grand Chelem. La première fois c'était à l'US Open en 2014 et il était sorti des qualifications. Alors ici en plus il bat tout de même Alejandro Falla, le Colombien ex-top 50 lors du 2e tour. Donc vraiment une très très belle perf pour Nils. Après ça il est revenu en Europe, il a en plus atteint la finale du premier futur doté de 25 000 $ à Nussloch en Allemagne. Très beau résultat également. La seule chose qui l'empêche d'avoir une note d'excellence ce mois-ci, en fait, c'est lors de son tout premier tournoi de la saison, à Antalya, pour un simple 10 000 $, je dirais. Il a échoué dès le 2e tour, ce qui est quand même nettement inférieur à ce qu'il est capable de faire. Yannick Reuter, au contraire, a particulièrement bien réussi son retour, puisqu'il s'est imposé au futur de Bagnoles de l'Orne, en battant la première tête de série du tableau en finale assez facilement, donc vraiment une solide performance. Par contre, à Nussloch, il a échoué dès le premier tour. Julien Dubail a réalisé 2 belles performances lors de 2 futurs à Sharm el-Sheikh. La première semaine, il a atteint les demi-finales et la 2e semaine, il a été jusqu'en finale. Les 2 fois, il a été battu par mieux classé que lui, donc aucun regret à avoir. Romain Barbosa était également dans la cité balnéaire égyptienne. Il a atteint les deux fois les demi-finales. La première semaine, il a été battu par l'Égyptien Safouat qui a remporté les 2 tournois. Et la 2e semaine, il a dû baisser le pavillon face à Julien. Kirsten Flipkens a été la meilleure joueuse belge du mois de janvier. À Auckland, elle est sortie des qualifications, elle s'est hissée jusqu'en quart de finale. Et à l'Open d'Australie, elle a brillamment franchi le premier tour avant d'être opposée à Garbine Muguruza et de faire somme toute un assez bon match. Ces 2 performances lui ont permis de grimper déjà 15 places au classement, ce qui est vraiment idéal pour lancer une saison après celle en 2015 qu'elle a connue, qui n'a pas été vraiment top. Anne-Sophie Mustac a surmonté la déception de son échec au premier tour des qualifications à Auckland en remportant le tournoi en double. Donc vraiment une très belle performance à ce niveau-là pour Anne-Sophie. C'est son 2e succès dans un tournoi WTA, après celui de Québec, toujours en double donc au mois de septembre dernier. À l'Open d'Australie, elle a eu la malchance de tomber sur Francesca Schiavone dès le premier tour des qualifications. Schiavone, vous vous en souvenez certainement, c'est une ancienne gagnante de Roland Garros tout de même. Alors elle lui a quand même opposé une belle résistance. Et ensuite Anne-Sophie est revenue en Europe. Elle a joué l'ITF de 50 000 $ d'André Boutéon. Et elle a été jusqu'en finale, donc très belle performance là également. Au passage, elle a battu la top 100 MeToo et elle a en plus également remporté le double dans cette épreuve. Donc vraiment, dans l'ensemble, très belle performance d'Anne-Sophie. Grete Minen a atteint les demi-finales du tournoi de Stuttgart. C'est un 10 000 $ seulement, mais un 10 000 $ vraiment très relevé puisqu'elle n'a rencontré que des joueuses classées dans le top 500 et notamment la 255e mondiale qu'elle a battue sur Amandon. Elle a ensuite pris le chemin d'Andrézieux Boutéon où elle a franchi un tour dans les qualifications. Là c'était un 50 000 $, je viens de vous en parler. Elle a battu tout de même une joueuse proche du top 300 dans ses qualifications. Donc Grete continue à progresser et à prouver qu'elle a le niveau déjà de plus ou moins du top 300. Dernière très bonne performance du mois de janvier, il s'agit de Victoria Smirnova qui a atteint le 2e quart de finale de sa carrière à Antalya, pile poil un an après son premier, également à Antalya. Alors cette année, par rapport à l'année passée où elle avait gagné son 2e match pour atteindre les quarts de finale sur abandon, ici elle l'a gagné de très belle manière en battant la Bulgare Tomova, qui est tête de série et qui est sa première top 500, donc très belle performance également pour Victoria. Kimur Coppejans a plutôt pas mal débuté la saison avec un quart de finale à Bangkok. Malheureusement, il était un petit peu malade, donc il n'a pas vraiment pu défendre ses chances lors de ce quart de finale contre le japonais Soeda. Par contre, il s'agit d'une déception à l'Open d'Australie. Il a été battu au 2e tour des qualifications par le jeune espoir russe Kachanov. Et également à Manille, il a également perdu au 2e tour, cette fois-ci dans le tableau final. Clément Gaines a accompagné Arthur de Greve lors de sa tournée en Amérique du Sud, sur les 2 premiers tournois en tout cas. Il est assez inexpérimenté à ce niveau-là, au niveau des challengers, mais il a quand même réussi de bonnes performances en passant le premier tour des qualifications
à Buenos Aires et surtout en sortant des qualifications et en atteignant le tableau final à Rio de Janeiro. Malheureusement, son mois s'est terminé de manière un petit peu négative avec une défaite d'entrée lors du futur 10 000 $ de Weston. Après sa superbe fin de saison 2015 où il avait remporté 2 tournois à Antalya au mois de décembre, Christopher Riemann était assez attendu en ce début de saison. Bon, il n'a disputé qu'un seul tournoi à Karst en Allemagne. Bon, il s'est plutôt bien débrouillé, il a passé un tour et il a été battu seulement par la 4ème tête de série, donc rien à se reprocher. Les résultats en simple de Göran Vliegen et de Sander Gillet n'ont pas été exceptionnels. Le premier a perdu au premier tour à Bressuire et à Vegifonsnex, 2 futurs en France. Bon, ce ne sont pas non plus de mauvais résultats, hein. Il était sorti des qualifications lors du premier et il n'a été battu les 2 fois que par des têtes de série dans le tableau final. Sander, lui, a également été battu au premier tour à Bressuire. Mais ce qui compte surtout ce mois-ci, c'est leurs 2 victoires de nouveau côte à côte en double lors de ces 2 épreuves. Côte à côte, ils ont déjà remporté 10 titres et surtout c'est leur 6e titre d'affilée puisqu'ils sont invaincus à chaque fois qu'ils jouent ensemble depuis le mois d'août. Alors même depuis le mois de juin, ils ont remporté côte à côte et avec d'autres partenaires 10 titres chacun, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et tous les 2 sont aujourd'hui, à partir de lundi prochain en tout cas, dans le top 300 mondial de la discipline. Ce serait vraiment intéressant de voir s'ils peuvent arriver à poursuivre cette domination dans la catégorie de double sur les challengers par exemple. Enfin, Maxime Powels et Denis Bogart ont tous les 2 disputé 2 épreuves futures à Antalya. Alors Maxime, dont je n'ai malheureusement pas de photo, lui il a échoué au premier tour des qualifications la première semaine, mais la deuxième il a rejoint le tableau final en battant le 927e mondial, ce qui constitue la plus belle perf de sa carrière jusqu'ici. Denis, de son côté, lui, il est sorti des qualifications la première semaine et a même franchi un tour dans le tableau final, mais malheureusement la deuxième semaine, il a échoué d'entrée. Elise Mertens a réalisé vraiment un superbe mois en double. Elle a remporté son tout premier titre WTA avec Anne-Sophie Mestak à Auckland, et elle a également remporté le 50 000 $ d'Andrésio Boutéon avec Anso. En simple, malheureusement, ça s'est moins bien passé puisqu'elle a été battue au premier tour de ce 50 000 $ français, et également au deuxième tour des qualifications, tant à Auckland qu'à l'Open d'Australie. Isaline Bonaventure a commencé la saison vraiment de la plus belle des manières en remportant son plus beau succès face à Daniela Antukova, aujourd'hui 86e mondiale mais ancienne top 10, on s'en souvient tous. Malheureusement, donc, lors de ses qualifications à Auckland, elle a été battue au 3e tour par la Russe Vesnina, mais elle a été repêchée et a eu l'occasion de jouer dans le tableau final face à Victoria Azarenka. Donc encore une belle expérience pour Isaline. Par la suite, elle a été battue au 2e tour des qualifs à Hobart et à l'Open d'Australie, mais à chaque fois face à des joueuses mieux classées qu'elle. Isaline a poursuivi son parcours à Hawaï pour un 50 000 $ qui s'est mal terminé malheureusement puisque au bout de 2 jeux seulement, elle a été disqualifiée par l'arbitre. Alors bon, j'ai vu les images sur internet, le geste qu'elle a fait n'était pas méchant, mais voilà, c'est le règlement. L'arbitre a simplement appliqué, on va dire bêtement, le règlement. C'est sans doute un petit peu sévère vu le geste pas bien méchant, mais c'est le règlement, donc il n'avait pas vraiment le choix. Marie Benoît a débuté sa saison par 25 000 $ aux États-Unis. Alors lors du premier à Wesley Chapel, elle a malheureusement été battue dès le 2e tour des qualifications alors qu'elle était tête de série numéro 1 de ce tableau, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, au 2e tournoi à Sunrise, elle a franchi le premier tour en battant l'Argentine Orma Echa, qui est une ancienne 59e joueuse mondiale, donc une très belle perf pour Marie, qui a en plus perdu seulement contre une tête de série au 2e tour. Britt Guckens a également disputé 25 000 $, elle c'était au Brésil. Les 2 fois, elle a battu une joueuse locale non classée au premier tour, avant de perdre contre une tête de série au 2e tour, c'était donc à Guarujá et à Bertioga. Sortie du classement WTA dès le début de l'année, Eliesa Van Langenonk y est rentrée directement grâce à un 2e tour réalisé lors de la 3e étape d'un circuit à Antalya. Alors les 2 premières étapes, elle a malheureusement perdu au premier tour. Bon, la première fois c'était sur abandon et la deuxième face à la première tête de série du tableau, donc rien de très grave.
Le début de saison est par contre un petit peu plus difficile pour Ruben Bemelmans qui perd au premier tour des qualifications à Doha et au troisième tour à l'Open d'Australie. Dommage donc pour Ruben, surtout à Melbourne où évidemment l'accession au tableau final rapporte pas mal de points et surtout un joli chèque qui est toujours bon à prendre quand on n'est pas dans le top 100 ou tout juste comme c'est le cas de Ruben Bemelmans. Steve Darcis est à nouveau blessé et a malheureusement dû retarder son début de saison. Alors ça a eu un coût important pour lui puisqu'il n'a pas pu défendre les points de sa victoire au Challenger de Nouméa. Et donc le voilà de nouveau sorti du top 100, c'est vraiment assez embêtant pour la suite de sa saison. Il a quand même fait son retour lors de l'Open d'Australie, mais malheureusement, évidemment, il manquait de compétition. Et au bout de 2 sets de bonne facture tout de même, face à l'Argentin Peya au premier tour, il a craqué et il a fini par être sorti en 5-7. Alexandre Folly a disputé 3 futurs en France à Bagnoles de l'Orne, Bressuire et Végifrance Next lors de ce mois de janvier. Et il n'a malheureusement remporté que 2 matchs lors de la première et de la dernière épreuve. Alors c'était tout de même 3 tournois d'un assez bon niveau, donc c'est pas trop grave, d'autant qu'il a été battu par des têtes de série lors des 2 derniers tournois. Omar Salman a franchi un tour dans le futur de Sunrise. Bon, c'était grâce à l'abandon de son adversaire lors du début du 3e set. Un autre futur toujours en Floride à Weston. Il est sorti des qualifications, il a remporté tout de même 4 matchs lors de ses qualifications, parfois un peu poussivement. Malheureusement, dans le tableau final, il est tombé sur la première tête de série. Il a dû jouer son match très très tard en raison de la pluie qui s'est abattue sur la Floride la semaine dernière. Et il a perdu au premier tour donc contre cette première tête de série, non sans lui avoir pris le premier set. Victor Poncelet et Arnaud Neveu ont tous les deux remporté un match lors des qualifications du seul futur qu'ils ont disputé tous les deux. Alors c'était à Castel-Delfels pour Victor, et pour Arnaud c'était à Schierberdingen. Voilà, j'ai réussi à le dire. Thibaut Sèvres de son côté a disputé 2 tournois, les 2 tournois à Sharm el-Sheikh. Il a été battu au premier tour des qualifications la première semaine, et au dernier tour la deuxième. Le début de saison de Yanina Wickmayer n'est pas trop bon. Elle n'a remporté qu'un seul match sur les 3 tournois qu'elle a disputés, c'était lors des qualifications du tournoi de Sydney. Elle a également été battue donc au premier tour du tableau final à Brisbane et à l'Open d'Australie. Alors sa défaite la première semaine contre Dominika Cibulkova en 3-7 n'avait rien d'inquiétant. Par contre ses défaites face à Lauren Davis et Magdalena Rybarikova par la suite sont un petit peu plus ennuyeuses. D'autant qu'en plus Yanina s'est blessée à l'épaule et a été contrainte à l'abandon, enfin à se retirer en tout cas de l'équipe de Fed Cup qui devait disputer le groupe 1 de la zone européenne lors de la première semaine du mois de février. Alison Van Uytvanck, elle est bien en Israël, dans quel état d'esprit ça on ne sait pas trop parce qu'elle a quand même pris une grosse claque à l'Open d'Australie. Elle a eu la malchance de tomber contre Victoria Azarenka au premier tour. Elle s'y est fait très très mal puisque elle n'a pas réussi à prendre un seul jeu à la Biélorusse et est sortie du terrain au bout de 53 minutes. Auparavant, elle avait également été battue au premier tour à Auckland et à Hobart par contre, elle avait quand même franchi un tour contre l'Allemande Witthöft avant de perdre contre Eugénie Bouchard. Lors des qualifications des 2 25 000 $ à Daytona Beach et à Sunrise auxquelles elle a participé, Elin Beukens n'a remporté qu'un seul match. Le plus inquiétant, c'est surtout qu'elle a à chaque fois été battue par des joueuses moins bien classées qu'elle. Kimberly Zimmerman, elle, n'a disputé qu'un seul tournoi, c'était à Stuttgart. Elle a été battue au premier tour, mais c'était face à une top 500, donc rien de trop inquiétant. Deborah Kerfs n'a remporté qu'un seul match en 2 tournois à Antalya, dans les 10 000 $. C'est un petit peu décevant, on sait qu'elle peut faire beaucoup mieux. Maintenant, elle a été battue par 2 bonnes jeunes joueuses hongroises, donc il ne faut pas trop se fier à ses résultats pour l'instant. Steffi Dilselmans a connu le même résultat, puisque elle a perdu 2 fois, enfin une fois au premier tour, une fois au deuxième, toujours à Antalya. Bon, là aussi, elle n'a été battue que par des têtes de série, et en plus, elle a atteint une finale en double, donc rien de trop inquiétant non plus. Catherine Chantraine, Doreen Kuipers et Anastasia Smirnova n'ont disputé qu'un seul tournoi, c'était à Antalya. Alors c'était pas toutes le même puisque Catherine a joué à Antalya la dernière semaine du mois alors que Doreen et Anastasia ont joué la première semaine.
Bon, c'est évidemment cette défaite au premier tour pour toutes les trois n'est évidemment pas un bon résultat, mais elles ont trop peu joué que pour que je leur attribue une cote de insuffisant. Alors je ne distribue que très rarement, enfin plutôt rarement, la cote de insuffisance, en général 2-3 joueurs maximum tous les mois. La condition pour recevoir cette cote insuffisante, c'est évidemment de ne pas avoir remporté le moindre match durant tout le mois, ou alors d'avoir remporté un seul match mais face à un joueur que vraiment très largement à la portée du joueur belge. L'autre condition, c'est également d'avoir disputé plusieurs tournois, parce que je ne cote évidemment pas aussi négativement un joueur qui n'aurait disputé qu'un seul tournoi et qui aurait pu par exemple être malade ce jour-là ou tomber dès le premier tour sur une tête de série. Alors, les deux seuls joueurs qui répondent à ce critère en ce mois de janvier, ce sont Germain Gigounon et Maxime Automne. Alors Germain, il a remporté un seul match, c'était au Challenger de Happy Valley, mais contre un Australien non classé. À l'Open d'Australie, il a également été battu dès le premier tour des qualifications. Bon, vraiment, Germain, il est à la recherche de son meilleur niveau, après une fin de saison assez catastrophique, et vraiment, il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait ici en ce mois de janvier. Maxime, de son côté, espérait toujours faire la tournée en Asie et en Australie, mais lorsqu'il a appris qu'il ne serait pas dans le cut pour les qualifications de l'Open d'Australie, il a décidé de retarder son début de saison. Il n'a disputé que le futur de Bressuire, et sa défaite au deuxième tour face à un qualifié est quand même très en dessous de ce qu'il est capable de faire également. Côté jeunes, eh bien, nos trois meilleurs représentants chez les juniors étaient très actifs en ce mois de janvier. Zizou Berks, lui, est parti en Amérique latine pour disputer une longue tournée. La première semaine à San José lors d'un grade 1, c'est d'ailleurs tous les tournois grade 1 qu'il a disputé. Donc à San José, il a été battu en huitième de finale. La deuxième semaine, c'est surtout là, il a fait une très belle finale lors du tournoi de Caracas. Et la dernière semaine, à Barranquilla en Colombie, là il a été battu assez rapidement en simple, mais il a tout de même encore atteint une demi-finale en double. Seppe Kuipers a lui pris la route de l'Inde, où il a remporté ce qui est pour l'instant à ce jour sa plus belle victoire, lors d'un grade 2 à New Delhi. Il a ensuite rejoint l'Open d'Australie, où il est sorti des qualifications. Malheureusement, il a été battu au premier tour du tableau final. Il y a été rejoint par Lara Salden, qui a réalisé un très très beau tournoi, puisqu'elle a battu une tête de série au premier tour, et qu'elle s'est ensuite glissée en huitième de finale. À un échelon en dessous, pas mal de Belges ont disputé 2 grades 5 à Siroki Brijeg en Bosnie-Herzégovine. Alors la meilleure d'entre tous les Belges, c'était Aksana Maren. Elle a remporté le tournoi en simple et en double la première semaine. Et la deuxième semaine, elle s'est de nouveau imposée en double et n'a échoué qu'en finale du simple. Aksana, elle est née en 2000, donc elle ne va avoir que 16 ans dans quelques semaines. C'est vraiment un espoir sur laquelle il faut compter lors de ces prochaines saisons. En 2017 donc et en 2018, elle pourra encore jouer chez les juniors. Elle a une très très belle marge de progression. L'autre belle performance de cette tournée de 2 épreuves est à mettre à l'actif de Frédéric Jacobs, qui a atteint la finale en simple et en double lors de la première épreuve, et la deuxième semaine, il a remporté le tournoi en double. Autre résultat encore à vous signaler, Juliette Bastin a atteint les quarts de finale au grade 4 de Malmö en Suède. Ça c'était en simple, en double elle a également atteint la demi-finale avec Mathilde Trigo. Enfin, chez les 14 ans et moins, le tournoi Tennis Europe catégorie 1 de Bolton, un tournoi vraiment très très relevé, la première grande épreuve de la saison sur le circuit des moins de 14 ans. Noah Martens a réussi à se hisser en huitième de finale. Voilà, ceci termine le premier carnet de notes en vidéo. N'hésitez pas à réagir si vous le désirez, soit par mail, soit sur la page Facebook. Bonne semaine à tous!